savoir pourquoi mon enfant est-il sourd. L'apparition de la surdité chez l'enfant constitue un drame pour la famille. En Corse, une trentaine d'enfants souffrent de déficiences auditives sévères ou profondes. Un handicap aux conséquences majeures qui justifie une démarche de dépistage et de prise en charge précoce. La surdité, affaire de dépistage, d'appareillage, d'écoute, d'intégration. On en parle avec les spécialistes du monde de l'audition. Isabelle Hugues, directrice des établissements médico-sociaux, des établissements qui sont gérés par l'Association des pupilles de l'enseignement de la Corse du Sud. Cyril Franceschi, coordonnateur pédagogique du Centre de déficience auditive et visuelle de Haute-Corse. Docteur Nicole Otave ORL, et vous intervenez auprès des établissements médico-sociaux de la Corse du Sud. Et enfin, Nicolas Boulanger, vous êtes audioprothésiste. Alors Isabelle Hugues et Cyril Franceschi, combien d'enfants atteints de troubles auditifs accueillez-vous dans vos établissements et à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Isabelle Hugues. Alors pour ce qui nous concerne en Corse du Sud, nous accueillons en 2012 19 enfants déficients auditifs de 0 à 20 ans. Essentiellement sur les 11-15 ans, nous en avons 8 et inférieurs à 6 ans 6 et sur l'époque de bachelier 2 et post-bachelier 3. Monsieur Franceschi, combien vous en avez? On a aussi 19 en fait, même nombre. Nous par contre, on accueille les enfants de 3 à 18 ans avec possibilité de les suivre jusqu'à 20 ans s'ils sont en train de passer un diplôme. Beaucoup de petits depuis cette année. On a 5 enfants qui sont scolarisés directement sur notre centre. Donc vous avez constaté une augmentation de cette pathologie? Alors pour nous, il n'y a pas une augmentation, c'est un chiffre qui est stable, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement qui est constant. Par exemple, les 3 bacheliers qu'on a eu l'an dernier ont été renouvelés par 3 petits déficients auditifs de 3 ans. Et chez vous? Chez nous, on a par contre une augmentation du nombre de prises en charge, mais qui est plus liée à l'amélioration du dépistage qu'à l'augmentation de la pathologie. Alors justement, qu'entendons par surdité? Alors, il y a différents types de surdité. Celles dont on parle là sont les surdités des enfants qui sont des surdités de perception, c'est-à-dire qui ne sont pas dues à des otites et qui ne vont pas pouvoir avoir une thérapeutique médicale ou chirurgicale adaptée pour les guérir. Donc ça va être des enfants chez qui le diagnostic doit être très précoce puisqu'ils sont d'une gravité plus importante que celle de l'adulte, étant donné que c'est à l'âge de tous les apprentissages. Donc ça va entraîner une incapacité d'acquisition du langage et ensuite des difficultés scolaires très importantes. Donc le diagnostic doit être très précoce. Les perceptions sont ou des surdités génétiques ou des surdités toxiques pendant la grossesse, ou là actuellement on a une augmentation quand même des surdités en néonatologie avec les grands prématurés. Monsieur Boulanger, y a-t-il des degrés de gravité dans la perte de l'audition? Oui, en fait, on peut distinguer plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle des surdités légères, des surdités moyennes, des surdités sévères et des surdités profondes, que l'on peut d'ailleurs séparer en 3 groupes, profondes 1, 2 et 3, qui d'ailleurs sont les plus difficiles à traiter puisque la réhabilitation auditive par le biais de prothèses traditionnelles est parfois compliquée. Quelles sont les causes de la surdité? Alors, vous avez actuellement, on sépare en 2 types. Tout ce qui est oreille moyenne, oreille externe, qui est réhabilitable par des interventions ou éventuellement des prothèses de type BHA. Mais ce qui est le sujet pour aujourd'hui, ce sont les surdités neurosensorielles où il y a des restes auditifs. Donc si le reste auditif... Les causes. Les causes, vous avez donc des causes comme la génétique, donc avec parfois des syndromes plurimalformatifs, donc comportant la surdité mais d'autres atteintes. Ensuite, il y a les causes toxiques pendant la grossesse dues à certains médicaments, les causes virales aussi également, dont les plus connues sont la rubéole, les cytomégalovirus, les toxoplasmoses. Et il y a également les causes post-natales avec les méningites
et les infections, et plus tard, mais ça concernera l'adulte jeune, des maladies génétiques qui apparaissent plus tardivement. Est-ce que la surdité est isolée ou elle peut être associée à d'autres pathologies? La difficulté de la prise en charge de certains enfants est du fait qu'ils ont été, en étant grands prématurés, atteints par d'autres déficiences, notamment des déficiences cognitives et neurologiques dues à l'anoxie ou à des atteintes fœtales. Alors la surdité n'est pas une fatalité, on doit y faire face, le dépistage apparaît crucial. Il en va également du diagnostic. Qu'en est-il chez nous? La réponse du pédiatre Noël Ambrogi. Je pense qu'on se situe dans la moyenne nationale, c'est-à-dire celle du dépistage d'un enfant sur 800 naissances. Et on a à peu près 6 enfants sur 1000 qui sont touchés par une surdité de perception d'origine congénitale. À quel moment on diagnostique, on dépiste cette pathologie chez l'enfant? Justement, il est mis en place depuis, je crois, autour de 2010, une législation qui demande à ce que tous les nouveau-nés aient un dépistage de la surdité congénitale. Ça se fait par le biais de l'étude des auto-émissions. Donc, en général, c'est fait en maternité, avant la sortie du service, en sachant que les enfants sortent autour du 3e jour de vie après la naissance, mais ils peuvent être convoqués plus tard pour vérifier ça. Est-ce que ce dépistage est systématique? Alors, normalement, il doit être systématique. Il y a de plus en plus de maternités qui réalisent ce dépistage. Mais il faut dire qu'en France, on est très en retard sur ce plan, puisqu'en fait, seuls 25% des enfants sourds, les sourds profonds, sont dépistés autour de cette naissance. Il faut en fait être très vigilant justement sur le dépistage des enfants à risque, puisqu'on sait que ces pourcentages sont complètement modifiés si un enfant a fait un séjour en néonatologie autour de la naissance, parce qu'il a présenté une pathologie par une naissance difficile, un manque d'oxygénation à cette période-là, au moment de la naissance ou de l'extraction, ou si la maman a présenté une infection, une pathologie pendant la grossesse. Donc il faut être très vigilant parce que le pourcentage est nettement différent, et à ce moment-là, on est entre 6 à 7 enfants sur 1000 qui ont un risque de surdité profonde. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que pédiatre, sur le département? Sur le département, mais je pense que le fait que les auto-émissions soient faites de manière systématique, ça nous permet effectivement un repérage beaucoup plus précoce, parce que c'est là le point essentiel. Il faut dépister précocement, en tous les cas. L'idéal, c'est avant 18 mois. Et c'est pas toujours fait, puisque les enfants sont souvent dépistés à 12 mois, mais plutôt après, vers 16-18 mois, parce qu'ils rentrent pas dans le langage. Et donc là, je pense qu'effectivement, on a fait un grand pas, en sachant que quand on a des auto-émissions qui sont absentes autour de la naissance, sur 10 enfants qui vont être suspects, il n'y aura qu'un seul qui sera confirmé comme étant sourd profond. Donc je pense que là, on a une démarche qui est favorable au dépistage précoce de la surdité. Et il faut savoir que dans les 2 mois qui suivent ce dépistage, il faut bien sûr faire une confirmation du diagnostic par des examens un peu plus sophistiqués pour évaluer le niveau de surdité. Et ensuite, il faut mettre en place une prise en charge qui va être pluridisciplinaire. Alors si le diagnostic n'a pas lieu, ça pose problème. Oui, il faut quand même se concentrer sur des signes d'appel on doit tous être très vigilants. Chez le nourrisson, ça va être un comportement anormal vis-à-vis du monde sonore, d'autant plus qu'il y a eu des incidents pendant la grossesse, des antécédents familiaux de surdité génétique, ou les premiers jours de la vie avec quand même une réanimation intense. Par ailleurs, après, ça va être à l'âge préscolaire où va se faire malheureusement beaucoup de diagnostics du fait d'un retard d'apparition du langage ou de troubles du langage. Par ailleurs, à la suite, ça va être un retard scolaire. Mais là, on parlera quand même de surdités qui sont des surdités beaucoup plus modérées, mais que l'on peut encore détecter à l'âge du CP, par exemple, pour un retard d'apprentissage de la lecture. Mais médecins et parents peuvent-ils passer à côté de la surdité ?
Mais théoriquement, maintenant, avec le dépistage qui est organisé dans les maternités et l'alerte, non. Puisque tous les enfants qui ont des auto-émissions douteuses sont revus dans les semaines qui suivent. Monsieur Boulanger, est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Alors, D'enfants qui vous sont venus tardivement à cause d'un retard de diagnostic? oui, oui, oui. C'est malheureusement, c'était encore trop fréquent. Je pense que maintenant, depuis, je crois, avril 2012, le dépistage étant systématique à la naissance, on devrait de moins en moins avoir ce problème. Mais effectivement, on avait ce qui faisait d'ailleurs la difficulté de la prise en charge, puisque on prenait du retard sur la rééducation auditive et toute l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire les orthophonistes, les psychomotriciens et éducateurs, enfin voilà. Alors justement, une fois la surdité diagnostiquée, qui oriente les parents vers un parcours complet de soins, donc vers vos structures? Si vous voulez, nous on reçoit les jeunes une fois qu'ils nous sont orientés par la maison départementale du handicap. Donc les parents doivent faire une démarche auprès de cette structure pour avoir la reconnaissance de handicap pour leurs enfants. Et la MDPH nous oriente, ensuite place en fait l'enfant dans nos structures. Donc nous, on accueille l'enfant et sa famille une fois que nous avons eu la notification. Donc oui. Notre rôle en fait consiste, outre l'accompagnement pluridisciplinaire dont mon collègue parle, de mettre en œuvre en fait le plan de compensation déjà du handicap et d'accompagner l'enfant et sa famille dans le parcours de soins et de vie de l'enfant à travers la prise en charge pluridisciplinaire. Monsieur Franget, justement, quelle sorte d'action vous mettez en place dans votre structure? Alors, tout dépend de l'âge d'entrée en fait dans la structure. Là actuellement on reçoit des enfants de 3 ans, donc là l'objectif c'est un objectif de socialisation, un objectif d'éveil, un objectif de communication totale, puisque pour l'instant le choix de la communication souvent n'a pas été fait. Donc on est vraiment dans quelque chose qui permet à l'enfant de s'éveiller et de communiquer, donc par des gestes, par de la lecture labiale, par des signes et par parfois un début de communication orale. Alors justement, docteur Ottavi, c'est à vous qu'incombe le parcours médical. Quelle sorte d'aide auditive proposez-vous aux parents? Est-ce qu'ils ont un éventail de choix? Alors ça dépend du niveau de reste auditif. Bien entendu, un enfant qui a une surdité modérée, moyenne, jusqu'à sévère, va être facilement adapté à une prothèse auditive classique et va pouvoir entreprendre rapidement sa rééducation orthophonique et sa prise en charge. Le problème se pose surtout pour les surdités profondes, pour lesquelles on a quand même une période d'analyse de la réaction au son et de début d'oralisation avant parfois de passer à l'hypothèse d'un bilan préimplantatoire pour envisager un implant cochléaire, parce que les restes auditifs ne sont pas assez exploitables. Alors justement, concernant l'implant cochléaire, nous nous sommes rendus à Marseille où sont effectuées ces opérations. Regardez. Dans ce service de chirurgie pédiatrique, chaque année, de jeunes enfants sourds reçoivent un implant cochléaire. Une intervention qui consiste à poser des électrodes à l'intérieur de l'oreille interne, la cochlée. Cette opération va durer 1h30. L'implant, c'est une prothèse électrique d'oreille interne. C'est une bonne définition. Elle consiste à prendre les sons, les transformer en signal électrique, et ce signal électrique est directement délivré au nerf auditif. C'est toute la différence par rapport à une prothèse classique qui prend les sons, qui les amplifie et qui va utiliser l'oreille interne, les cellules qui sont encore fonctionnelles, pour que ces cellules délivrent le son au nerf auditif. D'un point de vue anatomique, dès la naissance, un enfant pourrait recevoir un implant, puisqu'à cet âge-là, l'oreille interne est formée. À sa taille définitive, elle ne grandira plus au cours de la vie adulte. Donc théoriquement, on peut mettre un implant dès la naissance. En pratique, pour pouvoir mettre un implant, il faut s'assurer qu'il y a une surdité. Une fois qu'il y a le diagnostic de la surdité, il faut s'assurer que les prothèses auditives seront insuffisantes pour permettre le langage oral. Et ensuite, on propose l'implant. Ce qui fait qu'en pratique, on met l'implant vers 10-12 mois. On sait que l'implant va permettre d'entendre les sons entre 25 et 30 décibels. C'est l'ouverture du microphone. C'est technologique, hein.
On pourrait même le mettre à 20 décibels. Pour autant, on privilégie la perception de la parole, qui se situe entre 30 et 70 décibels. Donc une fois que ce microphone est bien calibré, et bien réglé, eh bien, le confort qu'a l'enfant, c'est qu'il entend la parole dans toute son intégralité, alors que bien souvent des prothèses auditives ne permettront pas d'amplifier les aigus. Donc il y a énormément de sons de la parole et des sons environnementaux qui ne seront pas perçus. Donc c'est un confort d'écoute qui n'est inégalable dans le cas d'une surdité profonde. À vrai dire, les contre-indications absolues sont rares, elles sont uniquement d'ordre anatomique. Elles sont d'ordre anatomique, c'est l'absence de nerf auditif ou une oreille interne qui serait totalement mal formée. Après, il y aura des contre-indications relatives en fonction des handicaps associés que pourront avoir certains enfants. À partir du moment où on a un jeune enfant ou un enfant plus âgé pour lequel il y a une indication d'implant, la plupart du temps, les parents acceptent. Rares sont les refus en ce qui concerne les enfants issus de parents entendants. Là où il y a encore des refus, ce sont les enfants issus de parents gestuants, de parents sourds, pour lesquels il y a une communauté, ils sont dans une communauté sourde. La langue maternelle et la langue naturelle, c'est la langue des signes. Et pour eux, il est tout naturel que l'enfant devienne un enfant gestuant. À la fin de l'intervention, le chirurgien procède à des contrôles électrophysiologiques pour s'assurer que l'implant fonctionne. Les premiers réglages de l'appareil seront effectués 15 jours après l'opération. L'enfant sourd en général, qui a une surdité, avec un implant, il reste sourd, comme avec des prothèses auditives, on reste sourd. Donc il va y avoir une prothèse qui est l'implant, en l'occurrence, qui va permettre à cet enfant d'entendre. Et avec cette audition, cette perception, il y a tout un travail orthophonique qui va être fait, un soutien pédagogique, une éducation pédagogique, qui permettront, grâce à toute cette prise en charge, d'amener l'enfant, effectivement, vers une scolarité dite intégrée, normale, avec un bon langage oral, et ouverture vers une socialisation et vers une vie épanouie. Pour autant, des personnes qui sont en langue des signes sont totalement épanouies aussi. Mais l'intégration, oui, effectivement, sera plus difficile dans un cas que dans l'autre. 95% des parents d'enfants sourds sont des parents entendants. C'est ça la vérité et la réalité. Et on vit dans un monde d'entendants. Y a-t-il vraiment un consensus médical sur cette technique? À l'heure actuelle, oui. En ce qui concerne la réhabilitation de ces enfants, c'est quand même une des chances qui leur permet d'être intégrés dans une vie et une scolarité normale. Est-ce qu'il y a ici des réticences? Est-ce que vous en avez eu? Alors, on rencontre très peu de réticences, sauf effectivement des personnes qui ont une éducation parce que les parents eux-mêmes ont une identité de malentendants, de sourds, voilà. Et par conséquent, il faut bien sûr le respecter, mais sans quoi, en général, ça se passe plutôt bien avec les parents et bien sûr les enfants. Alors, combien de jeunes enfants implantés en Corse du Sud? C'est difficile à dire précisément. Toutefois, je pense qu'on peut annoncer le chiffre de 10, grosso modo, sur le département. Et quant à notre prise en charge, nous, on en a 3 actuellement qui sont suivis dans notre structure. Et probablement d'autres à venir, puisqu'on a des accompagnements précoces, comme disait mon collègue, de 0 à 3 ans qui arrivent là. Donc pour lesquels le bilan est en cours. Le bilan est en cours, donc voilà. Mais c'est à peu près la proportion, quoi. Et en Haute-Corse, vous en avez combien? Alors nous, à peu près en Haute-Corse, je ne peux pas vous répondre. Par contre, sur notre service, on a le même nombre. On a 3 enfants qui sont implantés, qui sont suivis. Donc c'est des petits, avec des implants. Alors peut-être une probable ou possible implantation sur les tout petits qui vont arriver, sur un qui vient d'arriver. Toujours pareil, voilà. Alors, je vous propose d'aller à la rencontre d'une petite fille de 2 ans. Elle s'appelle Coralie. Elle a reçu un implant. Nous sommes à la Souris Verte, une halte garderie où les parents, dans une ambiance bon enfant, accompagnent leur chérubin de 6 à 3 ans.
Coralie, 2 ans, n'a pas l'air d'être une enfant différente et pourtant... Quand on nous a appris sa surdité, c'est le monde qui s'écroule, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. C'est un choc. Hein. Dans notre famille, on n'a pas de sourds qui viennent de maintenant, mais on nous disait que c'était peut-être des générations lointaines. Quoi. Donc ça pourrait être génétique. Oui, on a fait justement la prise de sang qui a décelé justement que c'était génétique. C'est à l'âge de 18 mois que le diagnostic tombe. Elle est atteinte d'une surdité bilatérale profonde. La prise de conscience a été extrêmement douloureuse pour la famille. On se pose des questions, est-ce qu'elle va entendre, comment ça va se passer quand elle va grandir, est-ce qu'elle ira dans une école normale, est-ce qu'elle vivra normalement Les parents entreprennent alors un parcours du combattant. Au cœur de ces épreuves, une solution va venir chambouler leur vie, l'implant cogélaire. Voilà. Et on va jouer. On était toujours dans le doute, est-ce que ça devait marcher? On avait vu des parents déjà à la Timone avec leur enfant implanté et on voyait des résultats impressionnants, qu'ils avaient la surdité profonde bilatérale. Et là on retourne et à la première activation de l'implant, c'est quelque chose de merveilleux. Quoi. Donc elle entend? Là elle entend. Là elle entend. Elle ne stimule pas encore tous ses sens. Il faut qu'elle apprenne, mais il y a des sons qu'elle arrive à reprendre en même temps. Au niveau de son audition, c'est comme si elle repartait de sa naissance. Quoi. En fait, elle revit. Quoi. Et le changement a évidemment été radical. Aujourd'hui, elle est suivie par une orthophoniste. Oh, je peux rentrer, chouette. Qu'est-ce qu'on va faire? T'entends la cloche? Qu'est-ce que c'est? Tu secoues aussi, toi? Oui, c'est la cloche. Coralie, elle a été implantée donc il y a déjà quelques mois, mais donc elle entend des sons. Mais le problème, c'est qu'il faut faire tout un apprentissage. Parce qu'en fait, voilà, la cloche, elle va entendre un bruit, mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas que c'est une cloche. Et elle est bien dans l'échange avec l'autre, elle regarde, elle se fait très bien comprendre de manière non verbale. Ce qui pouvait justement un petit peu au début être un frein, parce que du coup, elle était tellement à l'aise, même dans son silence, elle était tellement à l'aise pour communiquer, pour montrer ce qu'elle voulait, pour se faire comprendre, que du coup, pour elle, l'implant, au début, c'était difficile, parce qu'elle disait, qu'est-ce que c'est ce truc-là, j'ai pas besoin. Donc ça a été un peu dur pour lui faire garder. Mais maintenant qu'elle a compris en fait qu'il y avait un intérêt, du coup, elle le garde, et là, c'est bien parti, quoi. Tu viens? Dans cette structure, le personnel est aussi sensibilisé à la surdité. On se sert déjà d'une gestuelle qui serait la même avec un bébé, puisque au niveau du langage, ça sera un peu de la même façon avec des gestes que nous on connaît. Une fois que les enfants sont intégrés entre eux, ils trouvent d'autres moyens d'expression. La communication, elle peut être autre que par les paroles. Et en travaillant aussi avec une orthophoniste qui vient aussi, elle nous apprend aussi parallèlement des petites notions qui nous permettent, nous, d'être plus dans l'accompagnement avec Coralie. Sous le regard de ses parents et du personnel, la petite tête blonde qui accepte l'implant éclate de rire et redonne le sourire à tout le monde. Docteur Otta, vous avez suivi cette petite fille, elle a été implantée il y a à peu près 1 an. Comment vous percevez son évolution? Mais Coralie est l'exemple idéal quand même de l'enfant qui bénéficie de l'implant cochléaire et qui se développe de manière tout à fait harmonieuse. Ce n'est pas toujours aussi évident si d'autres malformations ou handicaps s'additionnent. Mais Coralie est un exemple formidable. Mais les parents sont venus d'eux-mêmes Alors les parents, il y avait eu un tout petit décalage en raison d'auto-émission qui n'était pas tout à fait évidente à la naissance. Et ayant déjà un enfant un petit peu plus grand, ont été alertés par le comportement anormal de Coralie vis-à-vis du monde sonore. Mais cependant, Coralie
communiquait énormément déjà. Donc c'était un petit peu une sorte de piège quand même, hein, puisque Coralie n'était pas repliée sur elle-même. Alors, de quels moyens disposez-vous pour suivre ces enfants Est-ce que vous travaillez d'une façon pluridisciplinaire dans vos structures, Monsieur Franceschi? Donc, alors nous, je pense comme Ajaccio, on a un plateau technique suffisamment étoffé, c'est-à-dire qu'on a un directeur médical, on va avoir des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, puisqu'on a une éducatrice spécialisée sourde aussi, donc qui permet une compréhension fine de la situation des enfants et des parents aussi. On a des enseignants spécialisés, un qui a la certification LSF. On a un personnel qui est formé au code LPC, donc je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu. En fait, on a tous les professionnels susceptibles d'intervenir dans le projet de vie, dans le projet de soins, dans le projet de scolarisation d'un enfant qui nous est adressé par la MDPH, d'un enfant sourd adressé par la MDPH sur notre service. Vous avez les mêmes moyens? Oui, à quelques particularités près. Nous ne disposons pas d'enseignants spécialisés au sein du service. Mais on travaille avec l'enseignant spécialisé éducation nationale qui est positionné sur le pôle d'accompagnement des enfants scolarisés sourds à côté, là, sur le quartier. Voilà, on a travaillé un peu plus sur la mutualisation des moyens, mais parce que c'est l'histoire de notre service. Oui. Voilà, on a le docteur Otavi qui travaille avec nous, le docteur Ambroge dont on a vu le reportage qui est avec vous aussi. Médecin référent qui coordonne les parcours de soins et voilà, avec un éducateur spécialisé, une assistante sociale, donc qui nous permet en même temps, au-delà de l'accompagnement thérapeutique et de soins de l'enfant, d'accompagner la famille dans le parcours de vie, dans les démarches, parcours très lourd, et les différentes étapes, parce que ça prend du temps aussi de maturation sur les choix, sur les solutions, sur l'évolution de l'enfant aussi dans sa famille, dans son milieu scolaire ou dans ses lieux de socialisation. Et en même temps, on a un rôle important, je crois que ça a été souligné, sur l'accompagnement des professionnels qui interviennent aussi dans le parcours de vie de l'enfant, en crèche, à l'école, pour pouvoir faire on va le voir dans l'intégration. Ouais. Monsieur Boulanger, vous êtes le mécano de l'oreille. Voilà. Hein, vous suivez ces enfants. Alors, de quoi dépend la réussite de l'enfant implanté, selon vous? Alors, l'enfant implanté, déjà, il faut savoir qu'il est suivi par un régleur d'implant qui est à l'hôpital et qui va revoir l'enfant à de multiples reprises pendant un certain nombre d'années afin d'optimiser les réglages. Alors nous, on va bien sûr assurer tout ce qui est maintenance. Donc il y a une partie externe amovible qui est, donc comme on l'a vu sur le reportage, un contour qui se place derrière l'oreille. Il y a une petite antenne qui vient faire le contact avec l'implant. Eh bien, ce sont des éléments qui peuvent être abîmés, qui peuvent être vétustes et qui méritent un soin tout particulier. Alors bien entendu, le bon fonctionnement de l'implant permettra donc d'optimiser le réglage, et optimiser le réglage permettra à toute l'équipe pluridisciplinaire de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Sans quoi, ils vont un peu être dans le vide, parce que si on ne leur apporte pas ces éléments-là, ils ne pourront pas avancer dans leur travail à eux. Et l'investissement des parents, est-ce qu'il est très important? Alors, il est toujours très important. Nous, souvent, quand c'est des tout petits qui arrivent, nous, ça nous est arrivé pas plus tard qu'il y a 15 jours, c'est des parents qui sont choqués par l'annonce, par le diagnostic, voilà, par toute la représentation que peut être un enfant jeune porteur de handicap. Il se questionne sur sa future scolarité, sur ses capacités à communiquer. Il se questionne aussi sur le choix de la communication, puisqu'on les informe justement des différents types de communication. C'est pour ça qu'on a, aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia, un service qui s'appelle Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. C'est-à-dire que ceux qui structurent le projet, en particulier pour les parents d'enfants sourds, c'est le soutien à l'éducation familiale. Parce qu'ils sont dans l'inconnu, ils sont très en demande. La surdité, on en a discuté tout à l'heure avec M. Boulanger, c'est un handicap qui est invisible, mais pour autant, c'est un handicap qui reste invalidant puisqu'il y a une absence de communication s'il n'y a pas justement de support de communication, de langue ou d'appareillage. Donc, est-ce qu'il faut encourager ceux qui hésitent à franchir le pas, les familles qui hésitent, hein? Alors, et quand l'enfant peut? C'est un sujet qui se discute beaucoup à l'heure actuelle. Vous avez des enfants qui sont implantés, qui sont donc intégrés dans la vie scolaire tout à fait normalement, qui font des études ou des formations professionnelles normales.
Il y a cependant aussi toute la problématique de la langue des signes, et il y a souvent des enfants nés de familles éduqués à la langue des signes, sourds profonds, qui refusent l'implant et en préférant ce mode de communication. Eh bien justement, nous avons un exemple des parents sourds qui ne veulent pas du tout que leur enfant soit doté d'un appareil auditif. Regardez, la petite fille s'appelle Leïa. À l'hôpital, en fait, lorsqu'elle est née, en août, on ne savait pas si elle était sourde ou entendante. Et donc à la naissance, on s'est dit qu'elle est mignonne, naturellement. Mais on ne savait pas si elle était sourde. Donc on faisait des gestes comme ça, on claquait des mains et elle ne réagissait pas vraiment. Et nous, on s'est douté qu'elle était sourde. Mais bon, on est sourds tous les deux, ma femme aussi est sourde. Donc on s'est dit que ça pouvait être génétique. Et puis on a recommencé plusieurs fois au fil des jours à taper dans les mains. Et puis on s'est dit, bon ben voilà, elle est sourde quoi. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous le disent, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Donc. Elle nous dit souvent, elle entend ou pas? On dit non, elle est sourde. Et souvent ils disent, la pauvre. Et puis nous on dit, bah non, c'est pas grave, elle est comme nous, c'est pas grave. Monsieur est sourd, madame est sourd aussi. Au sein de la famille, il y a beaucoup de personnes sourdes, des oncles, des tantes, etc. Donc la langue des signes et la culture est sourde. Et pour eux, d'avoir une enfant sourde, c'était pas du tout un handicap. Au contraire, c'était, elle est comme nous, on va pouvoir communiquer de la même manière. Nous, on est contre l'implant. Hein. Et les appareillages, on préfère la voie naturelle, disons. Mon épouse et moi sommes sourdes, donc on préfère l'enseignement de la langue des signes. Regardez, elle est mignonne comme ça. Avec un implant comme ça dans la cicatrice derrière l'oreille, nous on ne veut pas. La maman m'expliquait qu'elle est à la crèche pour que justement elle soit avec les entendants aussi en insertion, c'était important. Et il y a une personne qui signe à la crèche aussi. Bon, déjà, il y a le fait que seule, je ne pouvais pas gérer tout seul, c'était impossible. Voilà, donc elle y va, ça me soulage un peu. Et c'était intéressant aussi pour les signes et l'insertion. Elle contacte d'autres enfants, elle est en relation avec d'autres enfants, des sourds et des entendants, donc c'est intéressant pour elle. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui se disputent et elle va faire des câlins aux enfants. Le personnel de la crèche m'en a informé. Le pain? Trop Au moins, on ne pourra pas nous... Est-ce que notre région est bien dotée pour accueillir cette population de sourds? Enfin, écoutez, pour ma part, en région Corse, on recense 31 enfants handicapés auditifs. Nous disposons, scolarisés, donc en primaire et secondaire. Nous disposons de 2 CESAD, l'un en Haute-Corse et l'un en Corse du Sud. Bon, pour 41 déficients auditifs, ça me paraît suffisant. Moi, ce qui me semble poser problème, c'est la question de l'accessibilité pour les familles qui sont éloignées, en tout cas pour Ajaccio, de la ville-centre, parce que nous sommes implantés sur Ajaccio. Et donc, il y a, je pense, un problème de maillage territorial et d'accessibilité pour les familles qui sont originaires du Grand Sud, quoi. Parce qu'en travaillant avec la MDPH de Corse du Sud,
On identifie à peu près entre 6 et 7 enfants ou familles qui sont déclarés en situation de handicap, enfin les enfants, mais qui ne sont pas pris en charge parce que trop loin, quoi. En ce qui concerne la Haute-Corse, est-ce que vous avez de quoi accueillir ces enfants dont les parents ne veulent pas appareiller, veulent rester dans le langage des signes? Donc la question c'est est-ce que les enfants... Est-ce que vous avez personnel formé au langage des signes? Parce que là... Alors, au sein de notre établissement, nous on a donc un enseignant éducation nationale titulaire de la certification LSF, donc qui est en capacité d'accompagner les enfants de 3 à 18 ans, des enfants dont les parents ont fait le choix de la langue des signes française et de langue française. On a une éducatrice spécialisée sourde qui a un niveau B2, donc un niveau suffisant pour suivre les enfants jusqu'au bac en langue des signes. C'est du personnel qui a, par exemple, préparé des élèves au bac à l'option LSF. Après, la réalité de la situation en Corse, c'est comment on accompagne les jeunes adultes sourds dans des études supérieures ou en vue d'une insertion professionnelle. Docteur Otaf, qu'est-ce qu'il manque à notre île pour accueillir ces enfants? Est-ce qu'il y a quand même des manques? Il y a un manque pour les jeunes adultes, pour la formation professionnelle des jeunes adultes, puisque nous, par dérogation sur Ajaccio, nous accompagnons 3 on va le dire jeunes adultes. Dans l'intégration scolaire, ça. Voilà. Mais que pensez-vous de cette réticence qu'ont les parents Je pense qu'on peut... Bon, il y a les gens qui sont déjà sourds eux-mêmes, qui ont toute une culture sourde et une identité sourde. Donc, même ceux-là, on les informe, on en discute avec eux, mais je crois que cette réticence cède facilement à la connaissance et à l'information. Et que c'est quelque chose qu'il faut vite faire passer, puisqu'il y a urgence chez ces enfants. Il faut faire passer tout de suite, après le handicap, qui est quand même un sujet difficile à aborder avec les parents, tout de suite aborder cette autre problématique. Et c'est là où c'est un petit peu difficile pour eux. Monsieur Boulanger, quand vous avez une petite fille comme ça, quelle attitude avez-vous vis-à-vis de la famille Alors bon, bien sûr, moi, mon rôle est plutôt de proposer et d'encourager à ce qu'on puisse oraliser, puisque c'est la base de mon métier. Le fait de rétablir la boucle audiophonatoire, c'est-à-dire le fait d'entendre pour parler. Donc à partir de là, bien entendu, j'explique ma position là-dessus, mais je respecte tout à fait la position de ceux qui ont l'identité sourde et qui ne souhaitent pas passer outre, quoi. Voilà. Alors nous allons évoquer l'intégration scolaire, sociale en faveur de ces enfants. De quelle action menez-vous avec ça? Comment travaillez-vous? Quelles sont les actions que vous mettez en place? Peut-être déjà préciser que nous, on agit dans le cadre de la loi de février 2005 pour l'égalité des chances et des droits des personnes en situation de handicap. Enfin, c'est très très important parce que ça a ouvert différentes choses sur la pratique professionnelle et sur les obligations aussi qui nous sont faites. Donc notre mission au fond et les valeurs qui fondent notre intervention, c'est d'accompagner l'enfant dans l'autonomie sociale et dans son intégration, donc en tant que futur citoyen ordinaire. Donc pour nous, on ne parle plus d'enfants handicapés, c'est important, on parle d'enfants en situation de handicap, ce qui remet le sujet au cœur de l'accompagnement en tant que citoyen ordinaire qui a des particularités, mais qui a tous les droits et qui doit aussi avoir toutes les chances de réussite. Donc pour ce faire, au-delà de tout l'accompagnement médical ou paramédical dont on a parlé, on a un accompagnement éducatif qui s'étaye auprès de l'enfant pour lui permettre d'accéder à la réussite éducative d'une part, à accéder à des loisirs ordinaires comme parmi d'autres enfants. Par exemple, on a une convention avec la ville d'Ajaccio pour permettre à ces enfants de participer aux ateliers de pratique artistique au musée Fesch. Voilà. Et sinon, effectivement, on accompagne les familles dans l'accessibilité à l'école et à tous les droits. Voilà. Eh bien, justement, nous allons voir un exemple sur un enfant qui a été intégré, il s'appelle Fabien, et ça se passe très bien. Regardez.
Ludo et Fabrice, 6 ans, sont des frères jumeaux prématurés. Cette naissance a entraîné chez Fabrice une déficience auditive. Il est malentendant. Hein? Encore un petit peu. Tu arrives? Tout seul? Là. Allez, ici alors. Appareillé depuis l'âge de 2 ans, il grandit aujourd'hui auprès de ses camarades entendants. Alors, A et R. Très bien. Je voulais pas qu'il se sente j'avais peur qu'il se sente marginal par rapport à ces appareils. Donc je voulais absolument, bien sûr, si c'était possible, ça a été le cas, l'intégrer dans une école normale et qu'il puisse avoir une scolarité tout à fait normale. On me l'avait conseillé de toute façon. Donc voilà, et ça se passe super bien. Alors on range les ardoises. E puis a depicbi a pagina 12. Fabrice est entré à l'école primaire, sur les bancs du CP. Je donne 4 jetons à Maxi-Bille. J'en donne 2 à Mini-Bille. Combien il en faut à Mini-Bille? Une intégration en milieu ordinaire comme n'importe quel autre enfant et tout se passe très bien. On l'écrit dans le rond violet. C'est un enfant qui participe, qui est volontaire. Je travaille avec lui comme avec les autres enfants puisqu'il entend bien dans le cadre de la classe. Donc on fait, comme on est au CP, la lecture, on fait beaucoup de reconnaissance de son principalement. Donc à ce niveau-là, Fabien est performant. Il reconnaît les sons à l'intérieur d'un mot. Il est capable de les reformuler. Donc moi, je ne vois pas de différence entre Fabien et les autres. Et Fabrice s'intègre très bien avec ses compagnons de jeu. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur parce qu'on m'avait dit que les enfants comme ça, malentendants, pouvaient être un petit peu speed et même nerveux. Et du fait qu'ils n'entendent pas bien, des enfants qui s'énervent vite, limite violents. Et puis non, Fabien, pas du tout. Fabien est un enfant cool, qui aime la vie et qui aime rire, qui a beaucoup d'humour. En Corse du Sud, sur les 1205 enfants et adolescents handicapés et scolarisés, 72 élèves déficients auditifs et visuels sont accueillis dans les écoles, les lycées et les collèges. Et faire le point régulièrement entre nous sans avec une prise en charge personnalisée. Je crois que le mot-clé pour la réponse qu'apporte l'éducation nationale, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse identique à une autre. Cela va dépendre à la fois des capacités de l'enfant, de son degré d'atteinte sensorielle, du choix de la famille pour l'accompagnement, et puis, bien entendu, de la possibilité d'avoir parfois un accompagnement par un enseignant spécialisé. Monsieur Francesco, vous êtes aussi enseignant. Que pensez-vous de cette intégration? Alors, objectivement, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger l'intégration. Par contre, je peux vous parler des intégrations, des types de scolarisation que nous, on fait sur Bastia. Donc, en fait, alors là, c'est une intégration dans un établissement, donc intégration collective, a priori sans AVSI, donc sans personnes supplémentaires. Et comme moyen de compensation, je n'ai pas vu de matériel spécialisé. Nous, souvent, quand ils sont petits comme ça, où il y a un adulte en plus, ça dépend de son niveau d'autonomie, mais ce qu'on fait beaucoup... Ça peut être les deux, d'ailleurs. Oui, ça peut être les deux. Ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est un appareillage HF, un micro HF dont peut vous parler M. Boulanger. Oui, ça c'est un domaine que je connais bien, puisque j'adapte... en général chez les enfants qui se retrouvent dans des situations où il n'y a pas la proximité élève-professeur, enfin maître. Si le professeur se déplace dans la pièce et que l'enfant a un déficit auditif, il faut savoir qu'on ne comble pas forcément la totalité du déficit, donc il va avoir des lacunes, et pour combler ces lacunes, on propose ce qu'on appelle un système HF. Brièvement, c'est un système de micro que porte le professeur autour du cou,
ce qui lui permet de se déplacer n'importe où dans la pièce et l'enfant l'entend comme s'il était à côté de lui. Donc ça permet finalement à l'enfant d'avoir une meilleure perception des sons, une meilleure compréhension des cours et moins se fatiguer. Voilà. C'est de cette façon-là que vous travaillez avec l'éducation nationale. Si je peux me permettre. En fait, ça dépend du projet qui a été évalué, décidé en équipe, donc piloté par la MDPH Éducation nationale. Ça dépend du choix de communication qu'ont fait les parents. Hein. Là, par exemple, moi, je parlais d'accompagnement par les adultes parce qu'on a des enfants qui sont en classe avec un adulte, donc des enfants sourds mais qui ont fait le choix d'oraliser, dont les parents ont fait le choix d'oraliser, avec des adultes qui codent, donc qui codent le son pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour des enfants sourds dont les parents ont fait le choix de la LSF, il peut y avoir des personnes qui transcrivent en LSF. Nous, par exemple, l'an dernier, on avait une élève qui était dans un dispositif d'intégration collective avec un personnel qui lui signait les cours. Donc en fait, ça dépend du choix de communication, ça dépend des capacités de l'élève à comprendre un message, donc oral, message écrit, lecture labiale. Ça dépend des moyens de compensation qui sont à disposition et qui ont été validés par la famille. Combien de jeunes sourds arrivent jusqu'au bac ? Sur l'académie, suivi par notre... Par exemple, oui, les enfants, vous suivez. Alors nous, l'an dernier, on en a discuté tout à l'heure, c'est rigolo, on a les mêmes chiffres. Nous, l'an dernier, on a eu 3 bacheliers et on a un élève, donc un élève sourd mais qui avait une déficience visuelle, qui a eu son CAP l'an dernier. Je vais dire que les enfants qui arrivent à aller en lycée, de ce que je peux connaître depuis que je suis sur cette structure, on a tous réussi à les amener jusqu'au bac. C'était la même chose, oui, sur Ajaccio. Bac avec aménagement, avec temps supplémentaire. Ouais. Ce qui pose ensuite, en tout cas pour nous, un petit peu problème, c'est après sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Justement, après le bac, ceux qui veulent poursuivre des études supérieures, de quels moyens on dispose chez nous Comment fait-on et comment réagissent les familles, quoi Enfin, déjà, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que pour les établissements et les agréments dont nous disposons, nous pouvons accompagner de manière dérogatoire des jeunes adultes, en fait. Donc de plus de 20 ans, c'est ce qu'on appelle l'amendement Creton, qui nous permet d'accompagner de manière transitoire. Donc la question du transitoire est problématique, de toute façon, ça c'est sûr. Ceci étant, c'est vrai que l'insertion professionnelle, déjà pour un jeune qui n'est pas en situation de handicap, n'est pas si facile aujourd'hui. Donc un jeune en situation de handicap ou qui présente un trouble comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc on a, nous, une éducatrice spécialisée qui les suit et qui fait les accompagnements entre employeurs centre, employeurs famille, jeunes, etc. C'est pour les jeunes qui travaillent, mais bon... Alors, justement, je voulais juste intervenir en disant que nous, justement, notre profession ne s'arrête pas puisqu'on a une continuité tant que la personne souhaite continuer. Et donc, on a un suivi prothétique et donc on voit effectivement les difficultés du parcours après, quand ils sortent de l'établissement et le fait que, bon voilà, nous, on va faire une sorte de guidance à notre façon, on va essayer de les aider. En général, ils ne sont pas lâchés non plus complètement dans la nature, il y a un aspect humain quand même au milieu, mais malgré tout, effectivement, ils sont un petit peu, au début, il y a une phase de transition un peu difficile. Voilà. Et on essaie de les rendre les plus autonomes et indépendants. C'est pas toujours évident. Et les familles, elles réagissent comment ? Les familles, alors au vu de, enfin comment dire, leur vision des choses après le bac. Ouais. Alors d'un plan de vue prothétique, il n'y a pas de problème. Mais de point de vue prise en charge pour qu'ils continuent, on n'a pas les moyens là. Ça pour nous, c'est les familles finalement, pour les 3 jeunes que nous accompagnons là. On n'a quasi plus accès aux familles, parce que ce sont des jeunes d'ailleurs qui vivent seuls, qui sont en autonomie 20 ans, qui ont leur appartement, qui sont soit en contrat d'apprentissage, soit en formation au CFA, qu'on accompagne, tout ça. Donc les familles, on n'a plus affaire aux familles, on a affaire à des jeunes adultes, dans leur choix, dans leur parcours, et aussi avec... le parcours d'un jeune adulte, voire d'un adolescent un peu grand, qui vit aussi son adolescence. Est-ce que l'intégration ne dépend pas des aides techniques que l'enfant ou que la famille a choisies ? Par exemple, un enfant qui est implanté ou appareillé, est-ce qu'il n'a pas plus de chance que celui qui ne reste qu'avec le langage des signes ? En tout cas, moi, en tant que directrice du CESAD, je veux dire que ma référence, c'est le Code de l'éducation, sur lequel je m'adosse, qui dit dans un article 112
qui donne la liberté de choix entre une communication bilingue et une communication en langue française uniquement. Donc, nous, c'est notre outil de travail. Après, les gens, ils ont leur libre arbitre et font des choix en conscience. Nous, notre travail, c'est d'éclairer le choix, mais de laisser le choix à la personne qui doit le faire. Oui, en gros, on est prestataire de service en fonction du choix qui a été fait par les familles. Toujours pareil, ça dépend du niveau de déficience, ça dépend aussi du contexte local. Je pense que c'est plus difficile pour un jeune étudiant sourd-signeur de faire des études supérieures en Corse que de faire des études supérieures à Paris. Il aura un accompagnement qui sera plus conséquent, beaucoup plus de professionnels. Voilà, c'est les établissements qui permettent aussi, et le bassin de population. Hein. Tout à fait. Une petite chose, c'est que aussi, bon, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais personne ne nous dit qu'on pourra implanter tous les enfants, donc il y aura des enfants qui ne seront pas indiqués pour l'implantation ou pour l'appareillage, et donc qui n'auront pas le choix. Et heureusement que restent des systèmes de communication comme la langue des signes dans ce cas-là. Voilà. Alors rapidement, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est vrai qu'en termes de technologie, maintenant, il y a des interfaces, il y a des systèmes de visioconférence avec des personnels qualifiés qui signent. Donc ça, c'est une interface qui existe dans le milieu professionnel pour l'insertion des adultes sourds. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le regard de la société est beaucoup moins dur qu'auparavant sur ces populations? Difficile à C'est répondre. difficile à répondre. Après, moi, je pense que le regard de la société sur la surdité est moins compliqué, en tout cas, que le regard de la société sur des troubles psychiques ou sur des handicaps beaucoup plus lourds. Mais voilà. En tout cas, merci de nous avoir informés sur ces pathologies. Il y a bien entendu le monde des sourds, mais aussi celui des malvoyants. La prochaine émission sera consacrée à les déficiences visuelles chez les jeunes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée, à très bientôt. Subito, 6 ore, o 3 appuntamento in cui l'informazione è nota France 3 Corsica via Stella.